Je passe la parole à Monsieur Philippe Bertha pour une intervention. Oui, merci Président, merci messieurs pour votre contribution. Ça va être trois questions disparates d'un naïf. Euh, on caractérise la faiblesse de notre industrie essentiellement quand même dans le propos quotidien par la faiblesse du nombre de TI. Vous n'avez pas commenté sur notre faiblesse de capacité d'investissement pour faire grossir nos entreprises dans ce pays. Deuxième point, vous avez parlé de contraintes fiscales, de situation fiscale. Ce qu'on entend aussi souvent, et vous ne l'avez pas mentionné, c'est ce que craint le plus, me semble-t-il, les chefs d'entreprise. C'est pas tellement le poids de la fiscalité, mais c'est aussi la variabilité des règles fiscales qui sont assez incessantes dans ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, vous avez parlé du crédit impôt recherche, donc loin de moi, bien sûr, l'envie de le remettre en cause, bien sûr, mais je partage quand même pas tout à fait votre enthousiasme sur les résultats, parce que les résultats, moi, je les regarde à l'aune des 3% de PIB que nous étions censés, auxquels nous étions arrivés au début des années 2000 en termes d'engagement. Et aujourd'hui, si l'État, finalement, qui était engagé sur les 1% des 3%, n'est pas très loin du compte, par contre, si on est toujours à 2,19 de mémoire, c'est surtout par la faiblesse de l'investissement en recherche encore de nos entreprises. Je vais juste prendre, comme j'ai entendu le mot Cosmetic Valley, un exemple, trouver un peu dur à vivre, même si ce n'est pas dans ma région. Par exemple, l'abandon du premier pôle mondial de recherche en dermatologie, Galderma, par nos amis de L'Oréal. Voilà, c'était mes questions. En fait, donc, pour répondre aux 3 points, sur le premier, sur l'investissement, sur la capacité d'investissement, le premier, sur le financement, aujourd'hui, il y a une très forte production monétaire. Les financements des entreprises sont beaucoup plus forts qu'ils pouvaient l'être il y a 10 ou 15 ans. Par contre, le premier financement d'une entreprise, qui lui permet de garder un actionnariat et de porter son projet à long terme et de ne pas être dans une logique d'éventuelle sortie de capital, vente, qui va l'obliger à mener des politiques de court terme, c'est l'autofinancement. Le premier financement de l'entreprise, ça reste toujours l'autofinancement. Pour vous donner un exemple de mon entreprise, enfin de notre entreprise, lorsqu'on a créé Sisley, on n'a pas distribué de dividendes pendant 20 ans. On a autofinancé notre entreprise pour pouvoir conserver, non pas le capital parfois, mais pour être seul à conserver le capital, mais pouvoir porter le projet. C'est-à-dire pouvoir porter un projet qui est un projet de long terme et qui peut supposer d'investir 20 ans dans une filiale au Japon en perdant de l'argent pour pouvoir la lancer, ou en Angleterre, dans des pays où c'est plus difficile de la lancer, mais en construisant un projet qui va permettre à moyen terme d'avoir une entreprise moyenne grande, puissante, qui va pouvoir être compétitive d'un point de vue mondial. Et donc, cet autofinancement, indépendamment des sujets de financement qui sont réels pour les PME, vous avez un peu moins fort pour les ETI, vous avez vraiment ce sujet de pouvoir porter cette idée du long terme dans votre entreprise. Ça, c'est mon premier point. Sur la variabilité des règles fiscales, oui, c'est vrai, il y a un vrai sujet de variabilité des règles fiscales. Il y a aussi un sujet pour les entreprises qui produisent en France et qui vont à l'international de stabilité des règles sur les prix de transfert. C'est un point qui est peu abordé, mais qui est un véritable point d'impact. C'est-à-dire que si vos prix de transfert sont sans arrêt remis en cause par l'administration fiscale, vous allez avoir tendance, comme le font certaines entreprises, à délocaliser vos centres de production pour contourner ce problème. On constate qu'en France, il y a de très très grandes variabilités et instabilité, non pas seulement des règles, mais même de l'application des règles. Et ça, c'est un vrai sujet. Sur la partie crédit impôt recherche, il y a un facteur qui peut diminuer l'impact de la recherche en France aussi, c'est la désindustrialisation. C'est-à-dire que des entreprises qui marchent bien, comme Sisley, vont augmenter beaucoup leur recherche, mais d'autres entreprises vont disparaître, et donc avec elles, la recherche dans leur domaine va disparaître. Quant aux grandes entreprises, de nouveau, la compétitivité du site France peut faire que, mais aussi parfois le développement, vous citiez certaines marques, le développement sur d'autres zones du monde peut faire qu'elles ont, pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises, besoin de créer des pôles de recherche aussi dans d'autres zones du monde pour faire face à d'autres besoins. En cosmétique, par exemple, on sait que l'un des grands champs de développement, c'est l'Asie. Il est clair que sur une partie de la recherche, l'adaptation à la clientèle asiatique peut permettre au groupe français de rester compétitif. En tout cas, la recherche, elle est liée au fait aussi qu'on est de l'industrie en France. Plus on va perdre de savoir-faire, et plus on va, quels que soient les systèmes qu'on met en place, avoir moins de recherche développée sur notre territoire.